moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert des livres de poker. À l'époque, il y avait des livres de stratégie. Et j'appliquais les stratégies conseillées dans les livres. Maintenant, j'ai aussi d'autres sources de revenus, comme l'entrepreneuriat, etc. À aucun moment, je vais faire ma vie dans un casino en mode je vais gagner ma vie à jouer au casino. Ça n'existe pas. Donc déjà, la première prévention, c'est d'expliquer aux gens que tout ce que tu n'as pas investi, tu le reperdras. Plus long que t'aies eu dans ta carrière? Genre 5 jours. Là où t'es crevé, c'est surtout quand tu vas loin dans le tournoi. Psychologique, quoi. Parce que psychologiquement, tu te rapproches des gros sous. Hello et welcome to Lolo Baby Show. Je suis ravie de vous recevoir pour une nouvelle émission podcast et c'est avec YoViral. Ça va, Laura? Ça va et toi? Très content. Alors, je suis très contente de te recevoir donc sur ma chaîne podcast. Merci. En fait, je vous explique pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, YoViral, c'est un grand nom du poker, mais pas que. DJ. Ouais, ça c'est nouveau. Ça, c'est Ouais. ouf. Et entrepreneur. Ouais. Mais t'as beaucoup de casquettes. C'est ça. Plein de casquettes. Non, tu veux qu'on commence par quoi? Parle-moi de toi. Ok. Moi, j'aimerais vraiment savoir, parce Ouais. que je suis vraiment admirative des joueurs de poker et surtout de toutes les sommes que tu as gagnées. On va Ouais. dire tu as un grand nom, un grand champion. Comment on arrive dans le poker? On arrive dans le poker au moment où, tu sais, il y avait la mode en France. Je crois que toi et moi, on a le même âge. Du coup, à Ouais. l'époque, il y a eu cet effet de mode de fou en France. Tu te rappelles pas, les vendredis vrai soirs, samedi soir, tout le monde faisait un poker. engouement sur le poker. Il y Ouais. avait même les émissions de poker. Ouais. Sur Canal+. C'est ça. Patrick Bruel qui commentait les émissions de poker sur Canal+. Ouais. Et en fait, si tu veux, tout le monde joue au poker le vendredi soir, le samedi soir, les mecs, quoi. Hein, ils s'invitaient entre eux. Donc, ouais, chez les uns, chez les autres, on jouait des parties à 5 €, tu vois, juste entre potes. Et moi, je suis très compétitif. J'ai un truc, c'est que à partir du moment où je vois qu'un jeu, c'est un jeu stratégie où il y a une manière de gagner, bah, du coup, j'ai envie d'être plus fort que les autres. Dans le bon sens, tu vois, j'ai envie de devenir meilleur. Et donc, du coup, à l'époque, quand j'étais petit, je jouais aux échecs. D'accord. Après, j'ai joué aux cartes Magic. Je sais pas si tu connais, le truc de mec là. Non, ça non. C'est des cartes de stratégie. Les Warhammer, c'est des figurines que tu peins et après, tu fais des compétitions avec. J'ai joué aussi aux jeux vidéo, à haut niveau même. Enfin, à haut niveau quand j'étais jeune, tu vois, je gagnais pas ma vie avec ça. Mais ouais, je jouais à Dawn of War, à pas Counter-Strike, mais Call of Duty. Le 1, le 2. Donc maintenant, on a Call of Duty, je sais pas pense qu'il y combien. a beaucoup de mecs qui vont se reconnaître là-dedans. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires. Ouais. Il y a plein de mecs qui ont joué au moins un des jeux que j'ai cités. J'ai jamais joué à ça. Ouais, mais t'as joué au moins au Monopoly. Oui, ça oui. Mais tu sais que le même Monopoly, il y a de la strat. La bonne paye. La bonne paye, il y a de la strat. Ouais. Le risque, tu te rappelles de risque? Ouais, t'as joué à ça? ouais. C'est pareil, il y a full strat. Ouais. Enfin, tu vois, ces jeux de stratégie-là, peu importe que ce soit des jeux de société ou des jeux avec des cartes ou avec des figurines ou sur un PC ou sur une console, ça reste souvent des jeux de stratégie. Donc, en fait, tu peux, contre ton adversaire, si tu as une meilleure stratégie que ton adversaire, tu peux juste gagner, en fait, plus souvent. Tu vois, même à FIFA, si tu veux, il y a une stratégie. Donc, même à FIFA, il y a des mecs qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, on sait. Et c'est pareil au poker, en fait, si tu veux. Même s'il y a l'élément chance, et dans les jeux de stratégie, souvent même Monopoly, si tu as un coup de dé qui est meilleur, forcément, tu auras un peu plus de chance. Mais quand même, un mec qui sait bien jouer au Monopoly, il va gagner très souvent dans sa famille, quoi. Et pourtant, au Monopoly, il y a beaucoup plus de parts de chance qu'au poker. Tu vois, au poker, c'est vraiment beaucoup plus stratégique que le Monopoly. Alors, heureusement, d'ailleurs. Je suis désolée de vous dire ça, je suis vraiment nulle au poker. Genre, j'ai essayé plusieurs fois, mais tu pourras m'apprendre? Oui, je peux t'apprendre. Ah, je crois que je peux devenir championne. Et tu peux devenir meilleur que tes potes rapidement. Mais championne, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est la mode encore du poker pour le grand public? Je suis pas sûr, mais c'est pas non plus un truc mort. En fait, le poker, il y a toujours des milliers et des milliers de joueurs dans le monde, et en fait, ils se retrouvent sur des compétitions à travers le monde. Donc, il y a Las Vegas, les championnats du monde chaque année. C'est stylé, ça dure pendant 1 mois et demi. Tu continues? J'y vais chaque année. Là, j'y suis encore allé cette année. Et ça fait genre 12 ans que j'y vais, tu vois. Et là, cette année, j'ai refait deuxième sur une des épreuves. Donc, c'est comme les JO. Donc, tu as 60 épreuves et chaque épreuve te donne un bracelet en or comme une médaille d'or. D'accord, ok. Donc, on peut dire champion du monde. Ok. Et j'ai fait deuxième sur une des épreuves cette année sur 1000. On était 1000. On était 1050. C'est ouf. Ouais. Le petit Frenchie, quoi. Petit Frenchie, ouais. Et il y en a beaucoup les Français d'ailleurs dans il y en a. au poker? Il y en a sur les championnats du monde à chaque fois, je pense qu'on est plusieurs centaines à participer. Je m'y connais pas du tout à la base, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours entendu parler de toi comme le meilleur, quoi.
Ouais, j'étais le meilleur en 2021 en tout cas. J'ai numéro 1 français sur les classements en 2021. J'ai fait 3 fois vice-champion du monde au poker. Et dont une fois cette année. Donc après, le meilleur, je sais pas, tout se discute, tu sais, dans le poker, il y a toujours des mecs qui vont dire lui il est meilleur que lui, lui meilleur que lui. Bien sûr. Mais en tout cas, je continue, et même si maintenant c'est plus une activité secondaire, parce que du coup, je fais plein d'autres trucs, et qu'en plus j'habite ici et qu'il n'y a pas de poker. Voilà, quand je joue, Dubaï, il n'y a pas de jeu. Pas encore. Ça va arriver, il y a un casino qui est en train de construire, dans 2 ans, il sera ouvert à 1 heure de Dubaï, à la mer. D'accord. Voilà. Donc du coup, tu pourras en profiter pour... Je pourrais en profiter pour aller jouer de temps en temps là-bas. Pour le plaisir, ou tu penses quand je joue, j'essaie de gagner quand même. Ouais. C'est comme ton taf. Ton taf, c'est un plaisir. Et bon, tant mieux si on peut gagner un peu avec quand même. Faut bien vivre. Ouais, c'est ça. Mais voilà, non, mais bien sûr, j'essaie de gagner quand même. Mais voilà, mais c'est ultra kiffant en fait. C'est un jeu qui me plaît tout le temps. Et tu t'es lancé là-dedans, ça fait 15 ans, c'est ça? Avec les potes, ouais. 15 ans. 15 ans, quand j'avais 20 ans, là j'ai 35. Donc du coup, je me suis lancé avec les potes, et en fait j'ai voulu devenir meilleur qu'eux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert des livres de poker. À l'époque, il y avait des livres de stratégie. Ouais. Donc j'ai lu des livres et j'appliquais les stratégies conseillées dans les livres. D'accord. Comme un entrepreneur ouvrirait des livres pour devenir meilleur en entrepreneuriat, moi j'ai fait pareil pour le poker. Ouais. Et maintenant, tu es entrepreneur aussi. Ouais. On va dire un petit peu grâce au poker. Totalement. J'ai fait dans le milieu du poker. Donc j'ai entrepris dans le milieu du poker. J'ai streamé sur Twitch. Comme la plupart des gens dans le jeu vidéo, par exemple. Oui. Donc je montrais mes parties le dimanche. Je m'ennuyais. En fait, j'ai pu partie du constat. Après 6 ans de carrière de poker, c'était genre en 2015. Donc ça faisait 6 ans que je jouais au poker, que je faisais que ça. C'était un peu un truc quand même assez geek. Tu es à la maison avec ton ordi, parce que je jouais beaucoup online, tu sais, à l'époque. Ouais. Donc je jouais tous les jours online. Et bon, j'allais quand même faire des compètes. Mais tu t'ennuies un peu parce que parfois, en fait, ça me manquait le côté social, tu vois. Moi, je suis un mec social. T'aimes bien voir du monde, etc. Puis je viens de la radio. À la base, j'avais ce micro. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes. Ça fait 20 ans. C'est trop bien. C'est les meilleurs micros. Les SM7 Shure. Mais j'avais ce micro devant moi à l'époque, avant le poker. J'étais à la radio à Paris. D'accord. Des petits trucs, hein, mais j'étais dans des équipes de talk, etc. Et j'adorais la radio. D'accord. Et du coup, ça me manquait le côté social, le côté m'exprimer, etc., avoir un public, une audience. Du coup, j'ai ouvert ma chaîne Twitch. Et du coup, j'ai fait tous les dimanches. 1 fois par semaine, je faisais le rendez-vous à 20h. Et je jouais mes parties de poker online que je montrais avec ma webcam aussi, et que je montrais mon écran, et que les gens peuvent suivre. Donc et en même temps, je faisais le show. Tu montrais vraiment tout, quoi. Ouais, tout. Pendant, genre, ça pouvait durer 10 heures d'affilée. Wow. Ouais. De 20h, on commençait. J'avais, par exemple, je sais pas moi. C'est vrai que les parties de poker sont très très longues. Quelle est la plus longue que tu aies eue dans ta carrière? Genre 5 jours. Mais tu dors, hein. Tu as 5 jours, de 12 heures par jour. Tu dors? Tu dors le soir. Mais 12 heures par jour, mais t'as pas la tête comme une pastèque après? Enfin, quand tu vas te coucher, t'en peux plus. Là où t'es crevé, c'est surtout quand tu vas loin dans le tournoi. Quoi. Parce que psychologiquement, tu te rapproches des gros sous. Par exemple, la partie de 5 jours, là, le tournoi de 5 jours, au début, on était 650, et à la fin, on n'était plus que 2. Wow. Et donc, du coup, le 5e jour, évidemment, t'es crevé parce que chaque jour, on est de moins en moins. Donc, par exemple, quand tu vas au lit le 4e jour, on n'est plus que 30. Et tu sais que le premier touche, par exemple, là, c'était 1,2 million. Donc, en fait, tu sais que t'es à 30 places seulement sur 650 de toucher 1,2 million toi-même. Tu vois, et donc, alors du coup, moi j'aurais la pression, je crois que je... Ouais, du coup tu dors moins, parce qu'en fait, mais tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faut te dire ton adversaire aussi. C'est-à-dire que toutes les personnes à ta table, elles sont dans le même cas que toi. Elles ont aussi moins bien dormi, elles sont aussi crevées, elles ont aussi fait 5 jours. Ça joue sur du coup ton jeu, non? Bah ouais. Mais eux aussi. Donc en fait, du coup, on est tous au même niveau, parce que tes adversaires, ils sont pas plus surhumains que toi. Cette pression, quoi, tu vois. Oui, il y a de la pression. Comment tu la gères, toi, la pression? Comment je la gère, je me dis... Tu fais des méditations, je sais pas. Non, en fait, moi, je me réveille, je vais au spa. Tu vois, c'est souvent dans des beaux hôtels, le poker. Donc ça, c'est cool. Ça, la partie cool, c'est que c'est dans des beaux hôtels. C'est souvent des casinos qui font hôtel à la fois. Tu joues de poker. Donc je dors, je me réveille, je prends mon petit déj, je vais au spa. Et après, je vais jouer. Mais comment je la gère? En fait, je me dis juste qu'il faut que je joue bien, que je joue mon meilleur jeu possible. Et j'essaie de pas trop penser à combien d'argent au bout. Je prendrai l'argent qu'il y aura, ma place me donnera. En fait, tu ne vois pas le côté. J'essaye. Ouais. Mais quand c'est des très gros montants, c'est dur de ne pas les voir. En fait, quand tu. Alors là, c'est en l'occurrence un tournoi, donc tu sais ce que tu vas perdre à l'avance, parce qu'il y a une inscription qui est la même pour tous. Tu vois. Là, c'était 10 000 l'inscription, mais pour tout le monde. Donc
maximum, tu perds 10 000 entre guillemets, ce qui est beaucoup. Mais en même temps, quand tu es déjà, par exemple, au 4e jour, tu es déjà assuré, par exemple, de 30 000 ou 40 000. Donc, tu es déjà en train de gagner. Ouais. Donc là, tu perds plus. Mais tu as quand même la pression de ce que tu peux, le manque à gagner. Tu vois, ce que tu pourrais gagner. Ce que tu pourrais, si tu joues mieux. Et qui va te passer sous le nez si jamais tu te rates et tu te dis peut-être j'aurai pas cette occasion à nouveau dans les prochains mois. Tu vois. Je peux te poser une question un peu Vas-y, dis-moi. Quelle est la plus grosse somme que tu as gagnée? C'est là, le tournoi que je viens de te dire. Mais en gros, j'ai fait 2e. Du coup, j'ai pris 792 000 euros. Ouais. Ouais, c'est cool parce que c'est sur 5 jours. Donc, tu te dis, j'ai plus 800 000 euros dans mes comptes après 5 jours de jeu. Donc, non, c'est insane. Mais c'est la plus grosse. Insane, ouais. Putain. Du coup, je passe à côté de la première place. La première place m'aurait donné un bracelet en or. Et ça fait 3 fois que je le fais, la 2e place. Et ça me frustre un peu, mais un jour, j'aurai. Tu vas l'avoir. J'en suis sûre que tu vas l'avoir. Voilà. Je t'envoie toutes les énergies sur Merci. ça. Tu penseras à moi. Ce podcast va faire que tu l'auras. Merci. voilà. Et la plus grosse que tu as perdue, du coup? Alors, perdu, ça sera le montant d'une inscription, en l'occurrence, dans une journée, 300 000. Ah, ça fait mal. Ouais. C'était genre 3 fois 100 000. Je me suis inscrit 3 fois. Ouais. Comment tu la gères après cette dépression? Parce que moi, là, clairement, je perds 300 000 euros. Je crois que demain, personnellement, je pleure jusqu'à l'année d'après. Hein. C'est vrai que c'est dur. En fait, tout ça, c'est dans le cadre d'une gestion de bankroll. Donc, en fait, si moi, je peux me permettre de perdre 300 000 dans une journée, c'est parce que j'ai beaucoup d'argent. Bien sûr, c'est pourquoi j'ai beaucoup d'argent. C'est parce que j'ai monté mon argent en partant de zéro et que j'ai travaillé beaucoup. En plus, maintenant, j'ai aussi d'autres sources de revenus, comme l'entrepreneuriat, etc. Mais mes investissements, c'est comme pour quelqu'un d'autre perdre une somme beaucoup plus basse. Donc, déjà, il y a ça. Le truc, c'est que quand même, quand je perds 300 000, c'est le maximum que j'ai perdu. C'est sûr que je me sens pas super, tu vois, parce que évidemment, c'est un peu la gueule quand on rentre à la maison. Quoi. Non, je me sens. Non, évidemment, comment on gère, on essaye de changer les idées, se refocus sur les prochaines parties, en essayant de faire mieux cette fois-ci, pas focus sur la perte initiale et pas se dire je vais essayer de rattraper ma perte, mais plus se dire voilà, maintenant j'ai d'autres échéances qui arrivent. J'imagine. Pourrais-tu dire que tu es millionnaire aujourd'hui? Ouais, si tu perds 300 000 dans une journée et que t'es pas millionnaire, c'est chaud quand même. Je pense que oui. T'as perdu. Déjà, même juste millionnaire, c'est chaud parce que tu perdrais 30% de ton capital, ça serait beaucoup trop. Donc, oui, non, bien sûr, je suis pas multimillionnaire évidemment, mais pour pouvoir jouer ces sommes-là, etc. Mais oui, ça a pris du temps. Hein, c'est pas fait comme ça. Moi, je suis devenu millionnaire au bout de 7 ans. D'accord. Donc 7 ans d'activité, à raison de beaucoup d'heures. Genre les premières 5 années, on va dire, c'était 12 heures par jour. Parce que souvent, on pense que, tu vois, les gens se disent c'est pas du boulot, il gagne, il a eu de la chance, mais pas du tout en fait. En fait, moi, j'ai pas eu un coup de chance sur un tournoi qui a fait que je me suis retrouvé millionnaire ou quoi. En fait, j'ai tout monté petit à petit avec des parties au début. C'était vraiment des parties à 5 euros, 10 euros. Donc tu viens vraiment de rien. Oui, je viens de rien, non, mais j'avais... En fait, quand j'ai commencé dans la vie, je devais avoir 3 000 euros en tout et pour tout. Tu sais, c'est l'argent qu'on te met de côté, limite quand tu as une famille. Que les parents te mettent de côté sur un compte. Ouais, j'avais 3 000 euros en tout et pour tout, ce qui est plus que certains, moins que certains autres. Il y a des gens, ils ont beaucoup plus que ça de côté quand ils démarrent dans la vie, enfin, sur des comptes bloqués. Moi, j'avais ces 3 000 euros-là, je les ai perdus. Donc, je les ai perdus parce que j'aurais pas dû faire ça. Hein. Je jouais des parties de poker à 100 euros, à 200 euros, alors que j'avais que 3 000 euros. Donc, c'était une erreur. Évidemment, il fallait pas faire ça. Et du coup, en plus, je savais pas bien jouer du tout. Donc, je les ai perdus, ces sous-là. À partir du moment où je les ai perdus, je pouvais plus jouer. Donc, j'ai dû, de toute manière, jouer avec les sous du travail. Et le travail me rapportait seulement 1 200, 1 300 par mois. J'étais en radio à Paris. D'accord. Du coup, avec 1 200, 1 300, tu payais à peine ton loyer et tout ça. S'il restait 100 euros, 200 euros à la fin des comptes, si tu avais bien serré la vis, c'était beaucoup. Donc après, j'avais une partie ou 2 parties devant moi, parce qu'à Paris, c'est des parties un peu chères, tu vois. Tu peux pas jouer pour 10 euros. Donc, et je jouais pas en ligne à cette époque-là. Donc du coup, je me retrouvais avec 100 euros, 200 euros. Hop, si je me foirais, je devais attendre le mois prochain. Donc en fait, non, j'ai pas eu spécialement un coup de boost de qui que ce soit. J'ai pas eu, tu vois, j'ai dû démarrer avec... voilà, exactement. Tu as gardé toujours le même cercle d'amis ou Non, pas du tout. Il a évolué, ouais. Et ça, c'est pas que par rapport à l'argent. C'est pas que par rapport à l'argent. C'est aussi parce que tu changes d'activité. Par exemple, j'étais en radio, donc j'avais des potes de la radio. Le jour où tu fais du poker, désolé, mais tu vis la nuit. Enfin, si tu fais du poker la nuit, hein. Moi, je faisais la nuit. Mais j'ai choisi la nuit parce que j'aimais bien la nuit. Mais tu perds tes potes du monde de la radio si tu n'entretiens pas les relations. Et puis, ils font pas de poker, donc du coup, ils ne comprennent pas forcément l'activité. Et ça prend tellement de temps quand tu veux devenir très bon que du coup, forcément, j'ai perdu mes potes de là-bas.
Pas perdu au sens ils me font la gueule, mais perdu au sens on se donne plus de nouvelles. J'ai même changé de pays, je suis allé vivre en Sardaigne. D'accord. Donc je suis d'origine sarde, du coup comme toi. C'est big up. Je suis allé vivre big up. Je suis allé vivre en Sardaigne parce que je voulais comprendre mes origines. Je me suis dit, de toute manière, je fais du poker, je peux le faire n'importe où. Bien sûr. C'est en ligne, mais il y a aussi des casinos n'importe où, des cercles de poker. En l'occurrence, c'est des clubs de jeu à Caléry, la capitale. Et du coup, je suis allé jouer là-bas. Et en plus, c'était moins cher de vivre là-bas qu'à Paris. Donc ça m'a arrangé totalement. Donc en allant là-bas, j'ai perdu évidemment toutes les personnes de la France parce que je vivais là-bas à plein temps. Donc je me suis fait des potes italiens. J'ai appris l'italien. Du coup, c'était top, tu vois. Je me suis refait des potes sur le chemin. Ceux-là, je les ai perdus après quand j'ai bougé à Malte. C'est ouf. Voilà. Tu perds des potes. En fait, les destinations... plus tu vas, plus tu avances. Plus tu... Ouais, mais ça, voilà, c'est maintenant j'habite à Dubaï, donc les gens de Ouais. Malte, je les vois beaucoup moins, même si je les vois l'été et tout ça. Mais, ou d'autres périodes, parce que là, j'y vais par exemple là, pendant 2 semaines, mais j'y vais, j'ai gardé un pied-à-terre à Malte. Mais c'est juste que, évidemment, je les vois moins qu'avant. Donc tu perds forcément des potes, mais c'est pas que le poker, c'est le fait de changer d'activité, le fait de changer de pays, ce genre de choses, quand tu veux scaler ton activité. Et tu parlais tout à l'heure que tu avais donc perdu tes premiers sous que tes parents t'avaient mis de côté. Ouais. Ce que tu dis, c'est super intéressant parce que malheureusement, on fait passer la prévention par rapport au jeu. Je parle, c'est dommage. Toutes les personnes qui nous regardent, parce qu'il y a une addiction aussi par rapport à ces jeux-là. Bien sûr, et c'est pas parce qu'il y a une stratégie qui est profitable au poker quand tu joues mieux que les autres que du coup on peut mettre tous nos sous et dire de toute façon si je suis meilleur qu'eux, c'est bien. Non, parce qu'en fait il y a une part de chance qui est inhérente au jeu. Et du coup, si tu n'as pas de chance et que tu as mis une grosse partie de ton argent, en fait, tu vas juste perdre. Même si tu es le meilleur joueur, même si vous me donnez votre argent et vous me dites « Ah, moi j'ai 1000 € de côté, je te les file, tu vas jouer pour moi. » Si tu me les fais mettre d'un coup, les 1000 €, moi je peux perdre en fait. Même si tu me mets contre des débutants en fait. Bien sûr. Moi, tu me donnes 1000 €, en fait non, je vais jouer des parties à 10 €. Donc en fait, je vais avoir 1000 €, mais je vais jouer 1% maximum et je vais en jouer plusieurs pour essayer d'étaler, en fait, si tu veux, la part de chance pour pouvoir faire en sorte que si ça se passe mal sur 10 parties, ça se passe bien sur une parce que je sais gérer voilà. Et parce que je sais gérer. Donc il y a non seulement le fait que moi j'ai appris à jouer avec les stratégies, mais il y a aussi le fait que je sais gérer mon argent. Bien sûr. Donc, et le capital. Donc en fait, les gens n'ont pas ces deux compétences-là. Pourquoi ? Parce qu'on leur apprend jamais à gérer leur argent. Et surtout, ils n'ont jamais eu affaire au jeu. Quand tu gagnes, ça décuple tes sentiments. Quand tu perds, ça décuple tes sentiments. Et ce qui fait que, du coup, si tu perds, en fait, tu as le sentiment de vouloir récupérer cet argent directement et de vouloir te barrer quand tu auras récupéré. Le problème, c'est qu'en faisant ça, parfois, tu perds encore plus. Ouais. Du coup, c'est un engrenage qui peut être très mauvais pour certains. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout la tête à ça. Ils n'ont pas la limite. Ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas la tête pour faire ça. Et il y a des gens à qui je dis, à l'époque, je prenais énormément le temps pour faire ça. J'éduquais les gens et je les coachais. C'est-à-dire que les mecs venaient, par exemple, à Malte, et des Français, donc francophones, et pendant une semaine, ils étaient avec moi. D'accord. Et donc, du coup, je pouvais voir tout ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils étaient sur leur ordinateur. Quand ils jouaient, je pouvais voir tout ce qu'ils faisaient. Leurs réactions aussi. Et je pouvais comprendre leur façon de penser, leur façon d'être. Et je leur disais à certains, mec, tu peux pas continuer comme ça. En fait, même toi, je pense que c'est mieux de plus jouer au poker. Et ça m'est arrivé de dire à des gens, c'est mieux de pas jouer au poker pour toi parce qu'en fait, que tu n'es pas fait pour ça et tu n'as pas la limite. Tu ne changes pas en fait. C'est-à-dire qu'au début, j'essaie de les faire changer parce que je ne vais pas dire ça au premier jour, tu vois. Mais si je vois après avoir fait plein d'efforts que la personne ne change pas, je dis mais en fait, c'est pas fait pour toi et c'est pas grave en soi, il y a plein d'activités, t'as pas besoin de faire du poker en fait. Il y a plein d'activités normales ou même il n'y a pas d'urgence à faire un jeu d'argent. Et il faut séparer deux choses ici, le casino et le poker. Le casino, c'est un jeu où en fait, quoi qu'il arrive, même si tu penses avoir des stratégies, tu ne peux pas gagner. Pourquoi ? Le casino, c'est des jeux où tu joues contre le machine ou même non contre le casino. Oui, le casino. Ouais. En fait, ton adversaire, c'est le casino. Ouais. Quand ton adversaire, c'est le casino, c'est une entreprise, le casino. Il n'est pas là pour perdre. Donc, il ne peut pas perdre sur le long terme. Il peut perdre un soir, même 5 soirs, mais il va toujours te reprendre ton argent. Bien sûr. Okay ? Le poker, c'est pas parce qu'il est joué dans un casino que tu joues contre le casino. Le poker que je joue, c'est-à-dire celui que vous voyez à la télé, ça s'appelle le Texas Hold'em. C'est un jeu contre les autres joueurs. D'accord. Le casino est simplement un host, comme s'il disait voilà les gars, je vous loue ma piste de bowling, mais après si vous faites votre compétition au bowling, vous êtes 10 joueurs et que vous décidez de miser sur le côté 100 € chacun à qui va gagner une partie de bowling, nous on n'intervient pas. Nous on vous a fait payer 20 € l'heure le bowling. Bien sûr, voilà. Le casino c'est le même principe pour le poker. Il vous dit nous on vous met à disposition un croupier machin, on prendra une petite taxe. Une com, une petite com. Mais après, s'il y a des gagnants, des perdants, c'est normal. C'est entre vous. L'argent que vous mettez, c'est entre vous. Et bien là,
c'est un jeu où tu peux gagner. Pourquoi ? Parce qu'il y a des perdants. Tu peux pas gagner s'il n'y a pas de perdants d'ailleurs. Bien Tu sûr. peux gagner parce qu'il y a plein de gens qui perdent. Mais ces gens-là qui perdent, ils perdent contre toi. La différence, c'est que tu ne joues pas contre le casino. Tu joues contre un autre joueur, un humain qui fait des erreurs, qui a des faiblesses, etc. Ou qui a des forces. C'est-à-dire que si toi, tu es plus faible que lui, tu vas perdre à son profit à lui. Si tu joues contre des meilleurs joueurs que toi, globalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre. Ouais. Voilà. Les gens qui confondent et qui disent « Ah, mais moi, je suis allé au casino, j'ai joué à la roulette, j'ai joué au blackjack », mais tu ne peux pas gagner sur le long terme. Même si tu sais tirer exactement la carte, etc., ils ont quand même un avantage parce qu'ils tirent après toi au blackjack. La roulette, ils ont un avantage parce qu'il y a le 0 et que du coup, ils te payent que 36 fois au lieu de te payer 37 fois. Donc, en fait, l'avantage là, ça s'appelle l'avantage de la banque, ça s'appelle l'house edge, c'est-à-dire l'avantage de la maison. Et l'avantage de la maison, il n'est pas battable. Voilà. Alors qu'au poker, l'avantage de la maison, il n'y en a pas parce qu'en fait, il est juste là pour prendre une commission, mais les joueurs jouent l'argent l'un contre l'autre. D'accord. Et c'est là la vraie différence. Tu me parlais de prévention. Oui, donc déjà, la première prévention, c'est d'expliquer aux gens que tu ne peux pas gagner ta vie en jouant au casino, même si tu crois avoir des stratégies. Ok ? Tu peux gagner ta vie au poker, mais il y a très peu de gens... énormément de personnes qui ont perdu leur vie. Au casino ? Ouais, même en ligne. Mais en fait, et la deuxième prévention que j'ai à dire, maintenant c'est sur le poker en particulier, c'est oui, tu peux gagner ta vie au poker, mais c'est que très peu de gens parmi tous les perdants qu'il y a. Et donc, il y a 92% de perdants au poker. Et tu es d'accord avec moi que c'est éphémère? Non, c'est pas éphémère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es très bon, c'est pas éphémère. Ouais. Par contre, il faut toujours se maintenir bon. C'est comme le foot. Ouais, c'est comme bien sûr. Mais c'est très peu de gens. En fait, c'est pas éphémère, mais c'est très peu de gens. C'est très peu de voilà, gens c'est ça qu'il faut savoir. C'est 8% de gagnants pour 92% de perdants. Tu mets dans une pièce 100 personnes, il y en a que 10 qui vont être gagnants et 90 qui vont être perdants. Donc, il y a quand même beaucoup plus de chances que tu fasses partie des 90 que tu fasses partie des 10. Maintenant, tu donnes tous les moyens possibles pour y arriver, etc. Tu fais partie des 10. Maintenant, il faut y rester dans les 10. Okay ? Donc, c'est très compétitif. C'est pas facile. Et c'est pas un shortcut pour devenir millionnaire. Et tu crois que tu as encore à apprendre par rapport à ça? Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu pourrais apprendre de plus? Tu finis deuxième à chaque fois. Je fais une deuxième, du coup, je peux apprendre pour faire premier. Ouais, d'accord, mais c'est quand même... tu vois ce que je veux dire? Non, mais il n'y a pas que ça. Tu sais, à haut niveau, tu apprends tout le temps. Tu peux toujours devenir meilleur, puisque tes adversaires continuent de se former, continuent d'être meilleurs que toi. Enfin, continuent d'essayer d'être meilleurs. Donc, si eux le font et toi, tu le fais pas, tu vas forcément, mathématiquement, t'es pas... À part si tu es un ultra génie, et encore même les ultra génies dans le poker, ils ont quand même besoin de bosser le jeu pour pouvoir se mettre au niveau. Parce qu'ils iront plus vite que les autres, mais c'est pas tout d'être un génie ou d'avoir du talent. Moi, en tout cas, je trouve ça très très bien que tu parles de prévention. Et bien c'est rare d'entendre un joueur de poker parler de prévention. Donc ça, c'est tout à ton honneur. Bravo. Pensez-y à tout ce qu'il a dit parce que c'est réel. Moi, je connais énormément de personnes qui ont perdu leur vie au casino et qui étaient complètement addictes à ça. Et qui ont mis maison, clé de voiture... Des histoires de dingue, genre en mode le mec il rentrait chez lui, il disait à sa femme ça y est, la maison on l'a perdue, quoi. Tu vois le délire? C'est et encore ça, c'est ceux qui assument, mais entre guillemets les gens mentent en fait, et ça c'est le problème, c'est qu'ils mentent, ils vont emprunter de l'argent. Il y a un cercle. Ils mentent sur eux-mêmes, et même ils se mentent à eux-mêmes en fait. Ils pensent ils vont emprunter de l'argent. Le problème, c'est un cercle vicieux. Ils empruntent de l'argent, font des crédits à la consommation, ils empruntent de l'argent à leurs potes, ils mentent à leurs potes, leur famille, leurs proches. Voilà, ils disent pas quand ils vont au truc, etc. Si vous êtes dans cet engrenage-là, arrêtez tout, parce que de toute manière, vous récupérez pas l'argent que vous avez perdu. Et même si, en fait, le truc, c'est que souvent, ces gens, il y a aussi des gens qui ont gagné la première fois, qui ont eu énormément de chance, et ils s'en sont pas rendus compte qu'ils ont eu beaucoup de chance. Et en fait, du coup, ils pensent que ça va être à nouveau comme ça. Que ça va être tout le temps comme ça. Voilà, et donc ils reperdront. Donc en fait, même si tu gagnes, et c'est ce que je dis souvent à un mec, même si tu gagnes un tournoi, que ce soit au poker par exemple, un gros tournoi, et que tu gagnes 500 000 d'un coup, ou que tu gagnes un jackpot à une machine à sous, que tu gagnes en fait un truc... J'évite de mettre le poker et les machines à sous en même temps parce que c'est quand même deux choses bien différentes. Mais les machines à sous, tu prends un jackpot, tu as l'impression que c'est bon, t'es tranquille. Bah non, parce qu'en fait, tu vas te faire une vacance, tu vas t'acheter peut-être une voiture. Mais le reste de l'argent, tu le reperdras. Donc, tout ce que tu n'as pas investi, tu le reperdras. Et de toute manière, tu reperdras aussi cette voiture que tu t'es achetée parce que de toute manière, tu la revendras. Non, mais c'est ça qui va se passer. C'est que tu vas être dans un cercle où tu vas emprunter l'équivalent en disant ouais, j'ai cette voiture au cas où. Et en fait, tu reperdras parce qu'en fait, tu as eu cette adrénaline d'avoir gagné, etc. Donc, ça, c'est pour ce qui est des jeux de casino. Maintenant, je prends le poker. Exemple, tu es un mauvais joueur de poker, mais tu as eu énormément de chance et tu t'en es pas rendu compte que tu es un mauvais joueur. Tu crois que tu es un bon joueur. Tu as eu énormément de chance, tu as gagné un tournoi, tu as pris une grosse somme. Tu as pris 100 000 euros.
pareil, tu les reperdras dans le poker. Donc tu les reperdras dans le poker, tu iras jouer au poker contre des joueurs qui, pour le coup, étaient déjà meilleurs que toi avant, mais c'est juste que tu avais eu plein de chance ce jour-là. Mais les autres jours, ça ne sera pas comme ça. Ils vont juste récupérer ton argent petit à petit. Ils seront très contents de t'avoir à la table. Ils vont juste récupérer tout ce que tu avais gagné avant, plus les intérêts. Voilà. C'est le même principe. Il ne faut pas se dire si je gagne, il y a tout qui va changer. Parce que tu reperdras quand même ce que tu as gagné. Et c'est ça, on ne s'en rend pas compte. Et je te fais déjà le scénario parce que j'ai vu ce truc arriver sur des centaines et centaines de personnes. Et ce n'est pas forcément des gens cons. Ça arrive que c'est des gens cons. Ça arrive, mais c'est des gens parfois qui sont intelligents. Et intelligents aussi. Mais c'est juste que c'est tellement fort comme sensation d'addiction que du coup, ça dépasse l'intelligence. Et donc, du coup, il faut faire attention. Très attention. On parle d'addiction. Pour toi, l'addiction, c'est quoi exactement ? Addiction à gagner de l'argent. L'adrénaline que tu ressens. Et l'adrénaline que tu ressens quand tu mets tes jetons au milieu et que les cartes vont sortir, en fait. Si tu veux, par exemple, du style, tu vois que tu as besoin d'une carte pour gagner et donc, du coup, cette carte sort, du coup, tu es content. Donc, en fait, c'est tous les espèces de sparks de dopamine qui sont dans le jeu. Il y a plein de sparks de dopamine dans ce jeu qui te rend encore plus addict. Voilà. Mais la finalité, effectivement, la finalité de l'addiction, c'est l'argent qui est à la clé. Voilà, l'argent qui est à la clé, c'est ce qui est le plus addictif. Mais au milieu de ça, il y a plein de petits trucs qui sont très addictifs aussi. Et tout ça, bien sûr, tu ne dois pas le montrer aux autres. Et essayer de ne pas être addict, voilà, de ne pas être dépendant de ça. Voilà. Et toi, maintenant, tu peux dire que tu es dépendant de ça ou pas du tout ? Non, je ne suis pas dépendant de ça, mais j'adore, je suis passionné. Je ne suis pas dépendant du poker, mais je suis passionné par le poker parce que c'est un jeu super intéressant. Ça feed un peu mon cerveau. Par exemple, quand je joue, je me sens dans une situation où je fais travailler mon cerveau, donc mes méninges, et donc du coup, ça me plaît. Je me sens pas passif, je me sens actif. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Comme un mec qui ferait du sport et qui serait super addict à cette sensation que tu as. Non, mais même quand dans le sport, tu sais, d'endorphine que tu sécrètes quand tu fais par exemple de la muscu, etc. Il faut être passionné, mais pas addict au point de... je sais pas, d'y aller 3 fois par jour et de faire n'importe quoi avec ton corps après. C'est comme tout. Il faut savoir tempérer, il faut un dosage, quoi. C'est comme tout, mais c'est plus addictif que le reste. Donc, c'est comme tout, mais c'est quand même plus addictif. Et donc, du coup, il faut faire plus attention à ça. Et en plus, c'est quelque chose sur lequel on n'a jamais été formé. On ne sait pas comment on va réagir puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de jouer de l'argent, à part des cacahuètes avec les parents. Tu vois, mais on n'a pas eu l'occasion dans la jeunesse ou machin de se retrouver dans des situations comme ça. Donc, on ne connaît pas notre réaction face à ça. Le sport, on connaît. Dès qu'on est jeune, on sait un peu comment on réagit face au sport. Donc, en fait, on est beaucoup plus encadré sur certains trucs. Et sur ça, on ne l'est pas du tout. Donc, du coup, faire attention. Et par rapport à... Donc, maintenant, tu es, on va dire, 100%. Enfin, 100%. Tu es DJ aussi. Ouais, je suis DJ aussi. Et comment ça t'est venu, d'ailleurs, cette passion pour la musique ? Et moi, j'écoute de la musique depuis toujours, mais j'écoute tous les styles. Je suis très éclectique. J'écoute ça peut être du hard rock, genre Metallica, AC/DC. Ça peut finir sur Daft Punk, que j'ai toujours adoré, même Guetta, des trucs même plus commerciaux, etc. Toujours aimé écouter de la musique. J'avais les premiers baladeurs CD et tout. Moi, j'avais pas cassette, mais j'avais les baladeurs CD ultra gros qui sautaient dans le bus. Non, mais j'ai eu ça aussi. Fallait les tenir comme ça, sinon ils sautaient. Non, mais tu sais ce que je mettais moi dessus ? Du scotch, parce qu'en fait j'avais toujours le clapet qui s'ouvrait, c'était un enfer. Je me rappelle, c'était un Sony ou un truc comme ça. Les premiers c'était horrible, c'était rectangulaire et tout. Et il fallait les tenir, sinon ils sautaient et la musique a sauté. Ouais, elle sautait aussi, Voilà. Dès que j'ai eu, je pense, 9 ans, j'ai eu mes premiers CD, les CD 2 titres à l'époque, tu te rappelles ? Ouais, les singles. Voilà. J'ai organisé des booms à 14, même à 12 ans, je crois. J'ai organisé des booms. J'adorais les booms, moi. C'était trop bien. C'était génial. Après, j'ai organisé des soirées aussi où je louais les lumières, je payais le DJ, je faisais le marketing et tout. Je faisais les flyers et tout. Non, j'ai organisé des soirées quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et donc, du coup, j'étais toujours passionné par ce milieu-là. Je voulais passer de l'autre côté parce que c'est bien avoir fait 15 ans de soirée ou 20 ans de soirée, parce que ça fait depuis 15 ans que je sors en boîte. Depuis que même avant d'avoir 18 ans, je faisais déjà 18 ans quand j'avais 15 ans, donc ils me demandaient même pas ma carte d'identité. Je rentrais en boîte. Mais moi, je rentrais avec la carte d'identité de ma copine. Je te jure, elle avait même pas la même j'aurais tête. fait ça si jamais. Même pas la même tête que moi. Et un jour, je me suis fait piéger, il me demandait le deuxième prénom. Et je me rappelais plus. Mais il m'a laissé rentrer quand même. Mais bon. Il t'a eu, mais il t'a laissé rentrer. Mais moi, là, j'avais envie de passer de l'autre côté. Juste parce que on n'a qu'une vie et que du coup, faire tout d'un côté, je trouve c'est monotone. Donc, j'ai envie de faire aussi de l'autre côté pour voir ce que c'est. Et effectivement, de l'autre côté, ça me plaît. Du coup, c'est comme si c'était nouveau de sortir à nouveau. Ouais, je vois ce que tu veux ça dire. me redonne envie de sortir. Parce qu'après, t'en as marre quand t'as fait 20 ans que tu sors
et que c'est une soirée, on en a fait 100 000, tu vois, on connaît. C'est toujours la même chose. Après, il y a l'after, machin, on connaît, c'est par cœur. Et j'aime toujours aller, entre guillemets, j'aime le monde de la nuit, etc. J'aime vivre la nuit. Donc, j'ai envie de changer mon expérience face à ça. Donc, je vais de l'autre côté. En plus, ça peut faire kiffer des gens. Donc, ça, c'est top. Je me dis, je sers à quelque chose. Parce que quand tu vas en soirée et que tu sers à rien, voilà, c'est ce qu'on a toujours fait. Et donc, du coup, faire kiffer les gens, c'est cool. Ça me plaît en fait. Donc je vois quand les gens kiffent, je suis heureux. Tu l'as fait avec YouTube. Le poker avec Twitch, avec YouTube. Avec Twitch, avec YouTube, vraiment avec brio. Et là donc du coup, tu vas le faire avec la musique. Avec la musique. C'est une passion pour toi que tu vas mettre en place pour. J'ai fait 3 dates là. Voilà, c'est rien. Pour le futur. Ouais. Mais c'est beau parce que en fait, tu arrives à faire ça grâce aussi à tout ce que tu as entrepris. Ouais. Donc peux-tu nous en dire plus par rapport à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie de se lancer et en fait d'arriver à avoir quelque part, toi, ta réussite, tu vois? Pour réussir dans l'entrepreneuriat, d'abord, partez du principe que si ça existe, si quelqu'un le fait ou il y a des gens qui le font, c'est que vous pouvez aussi y arriver. Donc déjà, de se dire, OK, il y a des gens qui arrivent, comment ils y sont arrivés, analyser leur parcours, comment ils y sont arrivés. Moi, j'écoute des podcasts, par exemple, comme vous pouvez écouter chez Laura, parce qu'au final, vous écoutez quelqu'un qui a réussi, il va vous expliquer comment il a réussi. Donc, en fait, écouter des podcasts, ça vous fait appliquer les méthodes. S'intéresser à la réussite des autres et comment ils y sont arrivés. Voilà. Et vous essayez de faire un peu pareil que ces personnes-là qui ont réussi ce que vous voulez faire. Donc, essayez de regarder des podcasts par rapport à votre thème à vous, enfin au thème de ce que vous voulez faire. Vous voulez faire, exactement. Et essayez d'apprendre l'anglais aussi parce que ça va vous permettre, et ça c'est pas assez dit, je pense, que l'anglais, en fait, ça permet pas juste de parler quand on va à l'étranger et commander un café, parce que ça, c'est toute petite part et qui ne change pas grand-chose, parce que de toute manière, on peut se faire comprendre, même sans parler anglais, quand on va commander un café. En fait, l'anglais, il sert à quoi? Il sert à essayer d'aller avoir plus d'informations sur ce qu'on aime faire. En France, on va être limité en nombre de podcasts. Donc, il n'y aura pas assez de contenu. Je suis d'accord. Donc, voilà. Quand on apprend l'anglais, on peut écouter des podcasts anglais. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que l'anglais, c'est pour moi une clé que vous avez dans votre vie, et vous pouvez ouvrir certaines portes avec l'anglais. Que vous n'ouvrirez pas si vous ne parlez pas anglais. C'est absolument ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre à l'anglais. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est toujours possible d'apprendre l'anglais. En fait, il y a plein d'applications pour apprendre les langues. Bien sûr, ça marche vraiment. Des Netflix coachs en ligne. Anglais. Netflix en anglais, bien sûr. Des coachs en ligne. Tu sais, les coachs en ligne, là, j'ai regardé les prix la dernière fois, c'est vraiment pas cher. Hein. Tu payes 10 €, parfois 10-15 € de l'heure pour avoir quelqu'un qui te coach sur Zoom. D'accord. En anglais. Ah, bien. Ouais, tu prends un coach anglais pour apprendre à parler. Ou sinon, prenez-vous un boyfriend en anglais, ça marche. Mais ouais, ça marche. Ou une girlfriend. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai appris avec mes ex. Je rigole pas, moi aussi. Ouais, bien sûr. Quand tu as quelqu'un qui parle pas la même langue que toi, t'es obligé de faire un effort. Et en pour plus, Google Translate, tu vois, tu progresses, t'apprends des nouveaux mots. Tu progresses, t'apprends des nouveaux mots. Si tu fais des fautes, c'est pas grave. Puis moi, j'adore parler anglais. Je trouve ça super génial, en fait. C'est une autre... C'est notre sphère, tu vois. En fait, vous allez pouvoir networker aussi. Donc, networker, c'est l'autre partie qui permet de devenir bon en entrepreneuriat, c'est d'avoir des collègues ou des contacts qui vont vous permettre d'arriver là où vous voulez arriver. Et exemple, je sais pas, vous avez une entreprise, vous voulez ouvrir une entreprise qui fait un truc, mais vous pouvez pas faire tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire que vous devez travailler avec d'autres fournisseurs, avec d'autres gens, etc. Voilà. Et le fait d'avoir accès aussi au marché qui n'est pas que français, ça va vous ouvrir les possibilités de moins cher, peut-être meilleur aussi. Peut-être pas. Peut-être qu'en France, il y a, dans votre industrie à vous, il y a peut-être tout pour pouvoir réussir. Et ça, tant mieux pour vous. Mais il y a quand même plein d'industries, notamment le digital, au poker, à l'e-sport, n'importe quoi. Il y a un moment donné, l'anglais, ça sert vraiment. Ouais, ça sert vraiment. L'anglais est très, très important. D'ailleurs, tu as ouvert une chaîne de podcast en anglais. Ouais, j'ai une chaîne de podcast qui s'appelle Radio Viral en anglais. Il y a 5 épisodes à l'heure où je te parle. Et je prends des gens. On vous laisse tous les liens juste en bas. Voilà, on vous laisse les liens. DJ, la chaîne de DJ, la chaîne de poker, la chaîne de podcast. 3 chaînes, 3 ambiances. Non, mais comme les salles en boîte. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ouf, carrément. C'est ouf. C'est ce que je disais à Yo hors antenne. C'est que j'avais envie aussi de développer donc, cette chaîne de podcast, mais ici et donc en anglais. Ouais. Donc, fais-le. Merci. J'en créerai une autre parce que je sais que je suis quand même suivie que par des francophones. Ouais. Donc, pour la suite, pour ceux qui ne parleront pas anglais, il y aura des sous-titres au cas où.
je peux le faire. Mais bien sûr, tu peux mettre les sous-titres en français. C'est bien, tu vois. Déjà, comme ça, ils peuvent voir des interviews de toi avec des gens qu'ils n'auraient pas vu sinon. C'est ça. Tu peux pas interviewer des artistes ou des étrangers sur ta chaîne en français, c'est impossible. Ils vont pas arriver. C'est très compliqué, très compliqué. Mais ça, c'est le deuxième step. Comment tu arrives à d'ailleurs jongler avec toutes ces activités qui te prennent beaucoup de temps? Alors aujourd'hui, déjà, j'ai le luxe d'avoir le temps et de ne pas être en rush de faire de l'argent. Donc si j'ai envie d'arrêter de faire de l'argent, As-tu placé dans des business qui roulent tout seul maintenant à l'heure actuelle où tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit? C'est exactement. J'ai placé en bourse dans le SP500, c'est genre les 500 plus grosses boîtes du monde. Et en gros, ça te donne... en général, donc c'est une moyenne à peu près 10% par an de ce que tu as mis. D'accord. Donc c'est la bourse, quoi. C'est tout simplement Facebook, Meta, la boîte Meta, les plus gros Tesla, etc. C'est les plus grosses boîtes au monde. Donc c'est assez safe, entre guillemets, mais ça te fait pas des rendements de malade. Mais 10%, voilà, quand tu mets des grosses sommes, c'est quand même beaucoup. Donc oui, déjà ça me permet de vivre. Mon business en ligne, c'est pokerpro.fr. Donc c'est un site pour apprendre comment on joue au poker en français. Avec de la prévention. Voilà, avec de la prévention. Et puis c'est pareil, c'est délégué. Ça veut dire que moi, j'ai pris des coachs, des pros qui sont à l'heure actuelle full-time poker, parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas full-time. Donc, je préfère que ce soit des mecs qui soient full-time, qui soient dans les stratégies de maintenant. Et c'est eux qui enseignent sur mon site. Donc, les investissements, ce business-là. Et puis, du coup, je peux me consacrer à la musique, par exemple. Et même si ça rapporte peu, je le fais pas pour l'argent, tu vois. Je le fais pour le plaisir. Tu le fais pour toi, pour kiffer pour toi. J'ai investi dans l'immobilier aussi ici à Dubaï, enfin à Ras Al Khaimah. D'ailleurs, que penses-tu de l'entrepreneuriat à Dubaï, là, à l'heure actuelle? Est-ce que tu es venu ici pour entreprendre? Parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'entreprendre et beaucoup de possibilités de faire d'argent à Dubaï. Ou est-ce que tu es venu juste pour le kiff? Je suis venu parce que moi j'étais à Malte principalement avant et j'ai toujours un pied à terre là-bas. Mais du coup, pourquoi j'ai bougé de Malte à Dubaï? Juste parce que ça faisait 12 ans que j'étais à Malte, que ça pouvait être tentant, un peu redondant parce que c'est une petite île. Mais du coup, je voulais quelque chose de plus grand où je pouvais aussi networker entre guillemets avec des gens qui ont encore plus réussi. Donc ça, c'était la raison principale pour laquelle je suis venu à Dubaï, c'est que je voulais quelque chose de plus grand, quelque chose où il y a encore plus de choses à faire. Et en plus, tu peux networker, tu peux rencontrer et donc du coup passer du temps avec des gens qui ont encore plus réussi que toi. Parce qu'à Dubaï, il y a des gens qui sont à des sphères incroyables de réussite en termes de fame, en termes d'argent, en termes d'entrepreneuriat, mais des influenceurs aussi. Donc du coup, tu rencontres des gens très riches ou très successful parce qu'ils sont là pour ça. Bien sûr. Pour ça et parce que Dubaï a plein de services à offrir. C'est quand même une ville qui est extraordinaire. Voilà, qui vit tout le temps. En vrai, tu as complètement raison. Moi, je trouve que vraiment Dubaï, c'est maintenant la destination pour, on va dire, grow up, tout simplement. Et au niveau du business, il y a énormément de possibilités. Ici, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent donc vivre sur Dubaï. Après, il fait bon vivre, on va pas se mentir. C'est fou, t'es arrivé tôt. Moi, je suis arrivée parmi les gens. Moi, je suis arrivée en 2015. Je faisais même pas de la télé et je suis arrivée et il y avait pas le millième du quart qu'il y a maintenant. Et c'était voilà, les gens de Dubaï, ils avaient une idée, tu sais, vraiment très fermée sur Dubaï, sur les Émirats. Et au final, je trouve qu'on est beaucoup plus je sais pas comment t'expliquer, libre ici. Tu sais ce que c'est, je pense, Dubaï, j'ai l'impression que c'est comme une microsphère où les gens de toute religion, de toute origine vivent en paix, voilà, dans une espèce de... C'est comme s'il y avait une bulle. Voilà, il y avait une bulle et le monde, en ce moment, en plus, c'est un peu le bordel partout dans le monde, ou dans plein d'endroits. Mais là, c'est cette bulle où il n'y a pas de fight. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de fight. Et pourtant, il y a toutes les raisons de fighter. Il y a vraiment toutes les origines réunies. Les religions, c'est vraiment... Mais tout le monde se respecte ici. Tout le monde apprend à vivre avec les autres. Les uns les autres, Il y a vraiment un respect de tout. Et c'est ça que j'adore ici. Il y a plein d'endroits à Dubaï où tu n'es pas à downtown, mais en fait, tu es à 20 minutes de tout. Tu es quand même à 20 minutes de tout. En fait. Par contre, le trafic en ce moment est très dense. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont en train d'ouvrir plein de routes partout pour qu'on puisse circuler plus facilement. Mais je pense à tous ceux qui bossent online. Ils peuvent bosser de la maison. Ils n'ont pas besoin d'aller en voiture nulle part. Et donc, du coup, ils peuvent être vraiment n'importe où. Et maintenant, en fait, ce qui est bien à Dubaï, c'est que le service pour avoir à manger, pour avoir tout ça, partout. Même si tu habites à Dera ou machin. Système de livraison. Tu vas avoir de la livraison chez toi, de tous les restos. Tu as un choix énorme, y compris des trucs healthy, etc. Donc, du coup, il n'y a pas besoin forcément de bouger, de prendre la voiture, surtout pour les métiers digitaux. Donc, je disais, quelqu'un qui est entrepreneur ou qui veut commencer à être entrepreneur, veut vivre à Dubaï, c'est quand même un bon spot. Et il n'y a pas besoin d'attendre d'être riche pour vivre à Dubaï. Voilà. Donc, ça, c'était un truc reçu.
mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent normalement à Dubaï. Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il faut arrêter de dire qu'à Dubaï, il n'y a que des escortes. Hein. Je suis désolée. Non, c'est pas le cas. Il y en a. Mais comme dans tous les endroits où il y a de l'argent, je suis désolée, c'est vrai, il n'y a pas que ça. Vous avez des femmes qui ont leur business, vous avez des mamans solo comme moi, vous avez des femmes indépendantes, vous avez des femmes qui créent leur clinique, qui travaillent dans des hôtels, qui travaillent dans les agences immobilières, Emirates, c'est la compagnie airline. Il y a énormément de femmes bien, donc il faut arrêter de faire l'amalgame. Surtout, c'est faux. C'est faux. Voilà. Et du coup, on m'avait donné cette idée reçue. Je me suis rendu compte que c'était faux. On m'avait dit que c'était vachement strict au niveau de la religion. Alors là, c'est complètement faux. Non, là, c'est pas du tout strict. C'est chacun fait ce qu'il veut et vit comme il veut. Tout le monde est accepté. Il y a pas de. On m'avait dit il faut se couvrir et tout. Les femmes doivent. Je sais pas. Enfin, il faut se couvrir en tant que femme, genre couvrir. Non, tu as le droit d'habiller comme tu veux, non ? Tu t'habilles comme tu veux. Tant que tu respectes les autres. Bien sûr. En fait, tout simplement. Et moi, je trouve cette mentalité extraordinaire. Je te dis la vérité. Mais les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent ici, à Dubaï. Bien sûr. J'ai une jupe, je m'habille comme je veux. Le soir, on peut dîner, on peut s'habiller vraiment avec des belles robes. Et justement, les femmes vont même plus s'habiller ici à Dubaï parce qu'elles sont en sécurité qu'ailleurs. C'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que moi, là, on m'a dit, même je me rappelle, j'ai des copines qui me disaient la première fois qu'elles vont à Dubaï, elles me disaient ouais, je dois prendre des vêtements spéciaux et tout. T'as déjà eu des copines qui te disent ça ? Est-ce que je dois ramener plus de vêtements qui me couvrent ? Après, tu vois, c'est toujours pareil. Tu peux pas te permettre d'aller au mall ou qui est un endroit familial. Le mall, ouais, mais tu parles du grand mall. Tu parles. Habillé trop court non plus, parce qu'en fait, c'est n'importe où que vous allez faire ça. C'est partout pareil. Moi, je me vois pas arriver en mini-jupe au mall. Je trouve ça irrespectueux pour les familles qui y sont, quoi, tout simplement. Mais au mall, donc c'est le centre commercial. Mais si tu prends tout le reste, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Voilà. Enfin, je veux dire, même au mall, vous avez des personnes en short, etc. Vous pouvez, tant que ça ne tombe pas dans la vulgarité et dans l'irrespect, vous vous habillez comme vous voulez, quoi. Hein. Je veux dire, c'est des idées. Donc, encore une idée reçue sur Dubaï. Et donc j'avais ces idées reçues. Je ne savais pas. En fait, au début, les 2 premières semaines, je ne savais pas toujours pas. Mais après, quand j'ai commencé à vivre ici, c'est là où j'ai commencé à vraiment apprécier Dubaï et à comprendre que les idées reçues étaient fausses. Mais quand tu viens juste en vacances, tu peux toujours être dans ta bulle. Malheureusement, tu ne découvres pas vraiment Dubaï. Mais quand tu commences à vivre ici, là, tu découvres Dubaï. Ouais. Avant ça, tu es quand même... tu arrives à Dubaï, tu fais les trucs les plus connus et en fait, t'es quand même, tu peux repartir avec les mêmes clichés en fait. C'est vrai. Tu peux quand même repartir avec les mêmes clichés, mais si tu commences à vivre ici, tu le vois complètement différemment. En tout cas, Dubaï, pouce bleu. Pouce bleu. YouTube, pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, à souscrire à la chaîne et surtout aller suivre Yo Viral juste ici, donc sur toutes ces plateformes. Un grand merci. En fonction de ce que vous aimez, DJ, podcast ou poker. Vous choisissez. Multi-casquette. Au choix. Sinon Instagram et comme ça, vous voyez ma vie. Instagram, mais c'est très bien aussi. Voilà, ma petite vie de tous les jours. Écoute, merci, c'était cool. C'était très cool. J'adore. Merci beaucoup. Je sens que très naturel. Merci. Très impressionnant. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci. On vous embrasse. Welcome to le Baby Show.